Qu'est-ce qui a rendu les années 1960 la décennie la plus audacieuse et transformative du cinéma? De la chute du système des studios à l'essor de réalisateurs audacieux et visionnaires, c'est la décennie où le cinéma a pris des risques et n'a jamais regardé en arrière. Roger Ebert, la voix de la critique cinématographique américaine, a vu à travers le bruit et a couronné quelques chefs-d'œuvre qui façonnent encore le cinéma aujourd'hui. Alors, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et explorons les 15 plus grands films des années 1960, selon Ebert lui-même. La bataille d'Alger, 1966. Roger Ebert l'a qualifié de « tellement honnête qu'il ressemble à un documentaire, mais tellement explosif qu'il se joue comme un thriller ». La bataille d'Alger est une reconstitution brûlante de la lutte algérienne pour l'indépendance du régime colonial français et son authenticité brute continue de secouer le public des décennies plus tard. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est son refus de choisir un camp, offrant plutôt un miroir brutal reflétant à la fois la révolution et la répression. Tourné en noir et blanc granuleux avec des acteurs non professionnels, le film nous immerge dans les ruelles étroites de la Casbah où les attentats, les raids et les interrogatoires deviennent le quotidien. La musique envoûtante d'Ennio Morricone souligne l'ambiguïté morale de la guerre, transformant chaque scène en une lente montée de suspense et de tragédie. Pontecorvo n'a pas seulement raconté une histoire, il a disséqué un moment politique avec une précision chirurgicale. Ebert pensait que ce film transcendait le cinéma. Il est devenu un outil d'éducation et de controverse. Il a été étudié par des dirigeants politiques, interdit dans des pays et salué dans les écoles de cinéma. Pour le public, cela a brisé l'illusion d'une guerre propre et a posé la question du véritable coût de la liberté. Dans le climat actuel d'agitation mondiale, sa pertinence n'a fait que s'accentuer. Le regarder, c'est comme voyager dans le temps au cœur de la résistance, sans issue facile. The Wild Bunch, 1969. Lorsque Ebert a critiqué The Wild Bunch, il a dit que c'était laid, sauvage et brillant. Un western qui a redéfini la nature même de la violence à l'écran. Sam Peckinpah a déchiré le romantisme de la justice des cow-boys et a révélé une race mourante de hors-la-loi marchant dans un monde qui n'avait plus besoin d'eux. Ce qui l'a rendu légendaire, ce n'était pas seulement les balles, c'était le chagrin derrière elles. Situé à l'aube du XXe siècle, le film suit un gang vieillissant de pistoleros qui tentent un dernier coup au milieu des turbulences politiques de la Révolution mexicaine. William Holden, dans le rôle du grisonnant Pike Bishop, mène la charge, déchiré entre la loyauté, la cupidité et le monde moderne qui avance. Le final, un ballet sanglant de coups de feu au ralenti, est l'une des séquences les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ebert a soutenu que ce n'était pas juste un western, c'était une autopsie du mythe américain. Les hors-la-loi n'étaient pas des héros, ils étaient des reliques s'accrochant à un code depuis longtemps obsolète. Pourtant, nous avons de la sympathie pour eux. La violence du film était sans précédent, mais elle n'était pas glorifiée. C'était douloureux, laid et nécessaire. En redéfinissant le genre, la horde sauvage a également forcé le public à remettre en question son appétit pour le spectacle, et c'est exactement pourquoi Ebert le considérait essentiel. 8,5 1963. Fellini a transformé la confusion en art, a écrit Ebert, et ce faisant, il a trouvé la vérité dans le chaos. 8,5 est un rêve fiévreux cinématographique, une confession tourbillonnante en noir et blanc du cœur d'un réalisateur qui ne sait pas quoi dire ensuite. Marcello Mastroianni joue le rôle de Guido, un cinéaste qui se réfugie dans la fantaisie et la mémoire lorsque l'inspiration lui fait défaut, mais dans son échec, nous trouvons du génie. Le film n'est pas linéaire. Il danse entre la vie réelle, les rêves, les souvenirs d'enfance et les rencontres surréalistes avec des amants, des collaborateurs et son moi plus jeune. Fellini crée un monde qui reflète la turbulence intérieure de la création. Les images de cirque, la musique envoûtante et le charme mélancolique de Mastroianni le rendent hypnotique. Ebert voyait 8,5 comme un film sur la réalisation, oui, mais plus important encore, sur l'âme créative, ancrée. C'est un chef-d'œuvre qui parle à quiconque a déjà été bloqué, perdu ou submergé par le poids des attentes. En célébrant l'indécision et la confusion, Fellini a créé de la clarté et dans la paralysie de Guido, il a trouvé le mouvement. Pour le public, le film est à la fois une thérapie intime et un grand spectacle. Il ne fait pas que divertir, il résonne. Bonnie et Clyde, 1967. Quand Bonnie et Clyde est sorti en salle, les critiques étaient divisées, mais Roger Ebert a vu au-delà de la controverse et l'a salué comme un nouveau genre de cinéma, branché, brutal et incroyablement vivant. C'était le premier film américain à marier le style de la nouvelle vague française avec la mythologie classique des hors-la-loi et il l'a fait avec fracas. Warren Beatty et Faye Dunaway brillent en tant que
des amants maudits qui braquent des banques et vivent à toute allure dans l'Amérique de la Grande Dépression. Mais sous le glamour se cache un sentiment croissant d'effroi. La violence éclate de manière inattendue en rafales saisissantes qui ont brisé les tabous d'Hollywood. La fusillade finale implacable et inoubliable. Ebert l'a loué pour sa dualité, à la fois stylée et sauvage, romantique et nihiliste. Le film a défié le code Hays, repoussé les limites et ouvert la voie au réalisme brut des années 1970. Les spectateurs n'étaient pas habitués à voir des anti-héros mourir au ralenti sous une pluie de balles, et pourtant ils ne pouvaient détourner le regard. Bonnie et Clyde n'ont pas seulement redéfini le gangster, genre, cela a changé ce que les films pouvaient dire et comment ils pouvaient le dire. Persona, 1966. Roger Ebert a décrit Persona comme un film auquel nous revenons sans cesse, non pas pour des réponses, mais pour des questions. C'est peut-être le film le plus étrangement ambigu des années 1960, un film qui enveloppe ses secrets dans le silence, l'identité et le dénouement psychologique. Réalisé par Ingmar Bergman, le film dépouille l'intrigue et plonge dans l'abîme de la conscience humaine. L'histoire est trompeusement simple. Une actrice cesse de parler et une infirmière est envoyée pour s'occuper d'elle dans un chalet isolé. À mesure que leur relation s'approfondit, leurs identités commencent à se brouiller. Qui est la patiente? Qui est la soignante? Anne est soit vraiment elle-même. Tournée en noir et blanc à fort contraste, Persona utilise les gros plans comme des armes, capturant chaque frémissement de pensée. Le film se fracture littéralement et se retourne sur lui-même. Ebert a vu cela comme une exploration audacieuse de l'identité, de la communication et des masques que nous portons. Pour les spectateurs, c'est troublant, hypnotique et impossible à oublier. Ce n'est pas juste un film, c'est un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à l'affronter. Dr. Strangelove, 1964. Roger Ebert a dit un jour que ce film a transformé la paranoïa nucléaire en comédie noire et vous a ensuite fait étouffer de rire. Dr. Strangelove est le rare film qui danse sur le fil de l'anéantissement et ose encore être hilarant. Dans un monde au bord du désastre de la guerre froide, Kubrick a utilisé la satire avec une précision glaçante. Peter Sellers joue 3 rôles distincts, chacun plus absurde que le précédent, dans une farce sur un général américain qui devient incontrôlable et déclenche un possible holocauste nucléaire. Ce qui suit est une symphonie d'absurdité dans la salle de guerre, où des bouffons politiques débattent de la fin du monde au téléphone et avec des cigares. Chaque image est imprégnée de terreur et de comédie, 2 émotions qui ne devraient pas se mélanger, mais qui le font d'une manière ou d'une autre. Ebert le vénérait comme le film le plus dangereux de Kubrick parce que derrière les blagues se cache la vérité et c'est la partie la plus terrifiante. La peur n'est pas fictive, c'est un reflet de l'époque, des dirigeants qui pourraient déclencher l'apocalypse avec un mot mal placé. Et aujourd'hui, le film pique encore. C'est pourquoi Dr. Strangelove reste non seulement pertinent, mais prophétique. The Graduate, 1967. Lorsque Roger Ebert a d'abord critiqué The Graduate, il l'a qualifié de rébellion enveloppée de silence, de confusion et de Simon et Garfunkel. Ce n'était pas une histoire de quête de sens, mais de dérive sans but. Benjamin Braddock, fraîchement diplômé de l'université, interprété par Dustin Hoffman, est un homme qui fixe le vide des attentes et couche avec une femme qui le symbolise. Madame Robinson, jouée par Anne Bancroft, est séduisante, amère et brisée. Leur liaison concerne moins l'amour que la noyade. Nichols cadre chaque plan avec claustrophobie. Ben coule dans une piscine, piégé derrière du verre, acculé par des adultes qui n'offrent rien d'autre que des clichés. Et quand il s'enfuit avec Elaine à la fin, Ebert a remarqué quelque chose de troublant. La joie disparaît de leur visage. Et maintenant, Ebert considérait le lauréat comme un jalon cinématographique. Il ne criait pas, il murmurait, il n'expliquait pas, il suggérait. Et ce faisant, il s'adressait directement à une génération se sentant sans but et étouffée. Les spectateurs se reconnaissaient dans les regards maladroits de Ben et réalisaient qu'il n'était pas seul. Le film est devenu plus qu'un récit initiatique. Il est devenu un miroir culturel. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ebert a décrit 2001 comme un événement, pas un film. Une méditation sur le temps, la technologie et l'évolution humaine. À ce jour, 2001, l'Odyssée de l'espace reste le saut le plus audacieux du cinéma dans l'inconnu. Un film où le dialogue est minimal, le sens est insaisissable et les visuels submergent les sens. C'est un voyage à travers l'espace, oui. Mais plus que cela, c'est un voyage dans l'âme de l'humanité. Divisé en 4 chapitres abstraits, le film nous emmène de l'aube des singes au vaste vide.
du voyage interstellaire. Charles 9000, l'IA douce mais glaçante, représente la terreur silencieuse des machines se retournant contre l'homme. L'acte final, connu sous le nom de séquence Stargate, défie toute explication. Il ne se regarde pas, il se vit. Ebert a écrit que le film refusait de nous tenir la main parce qu'il nous faisait confiance pour ressentir, et il avait raison. Kubrick ne donnait pas de réponse. Il vous offrait un rêve, peut-être même un cauchemar. Pour le public, 2001 est devenu un rite de passage, un test de patience et une révélation. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais ce que vous devenez en le regardant. À bout de souffle, 1960. Quand Roger Ebert a vu À bout de souffle pour la première fois, il a eu l'impression que l'écran s'était ouvert. Jean-Luc Godard n'a pas seulement enfreint les règles du cinéma, il les a incendiées. Ce chef-d'œuvre de la nouvelle vague française a bouleversé la grammaire cinématographique, et ce faisant, il a donné naissance à une nouvelle ère de rébellion dans le cinéma. Jean-Paul Belmondo joue Michel, un petit escroc passionné par les films de gangsters américains et doté d'une témérité à la hauteur. Après avoir tué un policier, il s'enfuit à travers Paris à la poursuite de la liberté et de Patricia, une étudiante américaine interprétée par Jean Seberg. Mais ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une flirtation avec le nihilisme. La caméra saute, l'intrigue trébuche et le style éblouit. Ebert a salué À bout de souffle comme un appel à réveil pour ce que le cinéma pourrait être. Son énergie à la caméra portée, son mépris pour la structure polie, son charme de briser le quatrième mur sont tous devenus un modèle pour des décennies de cinéma indépendant et contre-culturel. Le regarder, c'était comme voir le cinéma se reconfigurer en temps réel. Pour les spectateurs lassés de l'attendu, À bout de souffle était de l'oxygène. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Roger Ebert n'a pas seulement loué. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, il l'a vénéré comme l'un des films les plus compatissants jamais réalisés. Basé sur le roman primé par le Pulitzer de Harper Lee, le film ne se contente pas de raconter une histoire de racisme et de justice. Il nous invite à voir le monde à travers les yeux innocents d'un enfant. L'interprétation de Gregory Peck dans le rôle d'Atticus Finch est la pierre angulaire de la décence au cinéma. En tant qu'avocat du Sud, défendant un homme noir faussement accusé de viol, il ne crie pas, il écoute. Il ne fait pas de grandes déclarations. Il parle avec une force tranquille. Les scènes de tribunal sont captivantes, mais le véritable cœur du film réside dans ces petits moments. Atticus avec ses enfants, Boo Radley se cachant à la vue de tous, la perte de l'innocence s'insinuant image par image. Ebert croyait que ce film avait la rare capacité à la fois de dénoncer l'injustice et de nourrir l'empathie. Pour des générations de spectateurs, il est devenu une boussole morale, et dans un monde encore hanté par l'inégalité, ses leçons résonnent plus fort que jamais. Regarder du silence et des ombres n'est pas seulement voir un classique, c'est confronter notre meilleur moi. Lawrence d'Arabie, 1962. Roger Ebert a qualifié Lawrence d'Arabie de plus grand film épique jamais réalisé et le plus énigmatique. Ce n'est pas seulement une vaste saga désertique, c'est un portrait introspectif d'un homme déchiré entre la gloire et la désillusion. La performance fascinante de Peter O'Toole en tant que T.E. Lawrence rayonne de complexité, à la fois héros, paria et mythe. David Lean a créé une symphonie visuelle de paysages brûlés par le soleil et de sable balayé par le vent, où le désert lui-même devient un personnage. Chaque image est majestueuse, chaque scène délibérée. Le film retrace le parcours de Lawrence, d'officier du renseignement britannique à révolutionnaire arabe, mais sous la grandeur se cache une profonde tension psychologique. Qui est vraiment Lawrence? Un sauveur ou un homme enivré par le pouvoir? Ebert vénérait ce film non seulement pour son ampleur, mais pour son silence, ses longues prises de vue sans parole qui invitent à la méditation plutôt qu'à l'action. Il a redéfini ce que le public attendait d'un drame historique. Il n'y a pas de récompense rapide ici, seulement l'écho du destin s'estompant dans le vent du désert. Lawrence d'Arabie est le cinéma dans ce qu'il a de plus ambitieux et pourtant de plus humain. The Manchurian Candidate. Ebert a salué The Manchurian Candidate comme le thriller le plus paranoïaque jamais réalisé et terriblement prophétique. Sorti au plus fort de la guerre froide, ce cauchemar politique se joue comme une prophétie. C'est un film qui tisse l'hypnose, le lavage de cerveau et l'assassinat politique en une tapisserie de terreur absolue. Frank Sinatra joue le rôle d'un vétéran hanté de la guerre de Corée, démêlant un complot communiste profondément enraciné dans le système politique américain. Mais la véritable vedette est Angela Lansbury, qui offre une performance glaçante en tant que mère avide de pouvoir avec des sous-entendus incestueux et sans aucune moralité. Sa méchanceté fait encore frissonner. Ebert admirait la façon dont le film utilisait la confusion comme une arme. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est implanté et qui tire vraiment les ficelles? C'était audacieux,
crucial et temporairement réprimé après l'assassinat de JFK, ne faisant qu'ajouter à son mythe. Pour les spectateurs, cela confirmait leur pire crainte que la démocratie pouvait être détournée de l'intérieur. Aujourd'hui, son influence se voit dans d'innombrables thrillers politiques, mais aucun n'égale sa terreur froide et cérébrale. Psycho, 1960. Quand Psycho est sorti, il a brisé toutes les règles et Roger Ebert a applaudi son génie. Ce n'était pas juste un film d'horreur, c'était un changement radical dans la façon de raconter des histoires. Hitchcock a choqué le monde en tuant l'héroïne principale au bout de 30 minutes et en ne laissant jamais le public s'en remettre. La scène de douche emblématique de Janet Leigh reste la séquence la plus analysée de l'histoire du cinéma. Mais au-delà des coups de couteau et des cris se trouve la performance obsédante d'Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates, un propriétaire de motel à la voix douce avec des problèmes maternels et un secret si troublant qu'il redéfinit l'horreur psychologique. La partition stridente de Bernard Herrmann est devenue un élément permanent des paysages sonores cinématographiques. Ebert voyait Psychose comme une porte d'entrée, le film qui a conduit le public à l'ère de l'horreur moderne. Il ne s'agissait pas de monstres sous le lit, mais du monstre à l'intérieur de l'esprit. Psychose rendait les spectateurs complices, voyeurs et anxieux. Et des décennies plus tard, il a toujours le pouvoir de troubler de la manière la plus silencieuse. La Dolce Vita, 1960. La Dolce Vita est un film de nuit sans fin, de belle vacuité et d'une douleur spirituelle dont on ne peut se défaire, écrivait un jour Ebert. C'est un film qui semble glamour en surface, mais sous les fêtes, les paparazzis et le champagne se cache une âme qui se brise silencieusement. Fellini n'a pas seulement capturé Rome, il en a exposé le vide. Marcello Mastroianni joue un journaliste de tabloïd, dérivant à travers des cercles décadents et des liaisons sans signification. Chaque chapitre est un épisode surréaliste dans sa recherche désintégrante de sens. De la scène iconique de la fontaine d'Anita Ekberg à la finale troublante sur la plage, le film laisse des miettes de beauté, mais aucune résolution. Ebert a trouvé la vérité dans son ambiguïté. Ce n'était pas un film que l'on regardait une seule fois, il vous hantait. C'était un commentaire sur la célébrité, la solitude et la tendance humaine à poursuivre le plaisir au détriment du sens. Pour le public des années 1960, c'était un appel au réveil enveloppé de velours. Et pour les spectateurs modernes, la Dolce Vita reste un portrait saisissant d'un monde noyé dans son propre excès. Les parapluies de Cherbourg, 1964. Roger Ebert a un jour qualifié Les parapluies de Cherbourg de film le plus romantique jamais réalisé parce qu'il comprend que l'amour ne gagne pas toujours. Contrairement aux histoires d'amour grandioses de son époque, cette comédie musicale française a osé être douce amère. Chaque ligne est chantée, chaque couleur vive, mais derrière les teintes pastel se cache un film sur la perte, les choix et la tragédie silencieuse de grandir. Catherine Deneuve joue le rôle de Geneviève, une adolescente qui tombe amoureuse de Guy, un mécanicien. Leur amour est pur, naïf et dévorant jusqu'à ce que la guerre les sépare. Ce qui suit n'est pas du mélodrame, c'est la vie. Le temps passe, les gens changent, les rêves s'estompent, et quand ils se retrouvent, des années plus tard, ce sont des étrangers avec des sourires polis et des avenirs différents. Ebert a été captivé par la façon dont Demy a utilisé le style, non pas pour distraire, mais pour approfondir l'émotion. Le monde aux couleurs bonbons rendait le chagrin plus aigu. La musique de Michel Legrand reste longtemps après le générique. Pour le public, Les parapluies de Cherbourg est devenue une révélation. Une comédie musicale qui ne prétendait pas que tout irait bien, mais montrait comment nous apprenons à vivre malgré tout. Les années 1960 ont transformé le cinéma et les films préférés de Roger Ebert n'étaient pas seulement excellents, ils étaient révolutionnaires. Ces films ont défié les normes, suscité des émotions et osé poser des questions difficiles. Que vous les découvriez pour la première fois ou que vous les revisitiez avec un regard neuf, ils ont toujours le pouvoir de vous émouvoir. Abonnez-vous pour plus de voyages cinématographiques.